après la tenue de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Cette option ne contrarie en rien la loi puisque l'article 11, alinéa 1 du Code électoral dispose que la période d'établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques de son exécution sont fixées par un décret sur proposition de la Commission électorale indépendante. Alors on l'a dit, quand on a dit qu'on ne pouvait pas faire la révision de la liste électorale avant l'élection du président de la République, on nous a dit que nous avions violé l'article 6. Tout le monde s'abreuve de l'article 6. Mais que dit l'article 6 pour ce qui concerne cette partie? Le dernier alinéa de l'article 6 dit ceci. La liste électorale est tenue annuellement à jour par la commission en charge des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Ce qui motive une révision, ce n'est pas une élection. Ce qui motive une révision, ce sont les mutations intervenues dans le corps électoral. Et au titre de ces mutations, nous avons le changement des lieux de vote, l'actualisation des données personnelles, les décès, les radiations et les inscriptions. Voilà les mutations qui interviennent dans le corps électoral. Mais si la loi impose à la commission électorale d'organiser chaque année une révision, mais la loi dit, à travers l'article 11, que la période d'établissement de la liste électorale ainsi que ses modalités pratiques sont déterminées par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la CEI. Donc c'est la CEI qui lui dit, voilà la période au cours de laquelle je peux faire la révision. Et c'est la même chose que nous avons dit aux partis politiques. Nous allons faire la révision. On ne peut pas la faire avant l'élection du président de la République à cause des contraintes matérielles et les contraintes légales, constitutionnelles. Mais on pourra la faire après l'élection du président de la République. Voilà ce que nous avons dit. Pour nous. Salut, salut. Voilà comment ça sort, et c'est comme ça sort. En fait, j'ai arrêté, comment on appelle, son discours parce que je dis, mais toi, un homme de loi, un juriste de surcroît, tu viens nous parler de la sorte. Attends, tu nous prends pour des bêtes, quoi? Tu nous prends pour des bêtes. Quand bien même toi-même tu le dis, si une révision de liste doit être faite, quand au sein de la liste électorale, il y a des modifications, c'est-à-dire des personnes inscrites sur la liste électorale ont changé de lieu d'habitation, ont changé de... tous ces facteurs-là permettent de faire une révision des listes. Dorénavant, la liste électorale, la loi que vous avez prise, comme la loi le dit, fait une révision annuelle. C'est toi-même tu le dis, hein, fait une révision annuelle. Ça consiste de faire une révision à la liste, non? C'est qu'on ait une révision annuelle, là, ça veut dire que chaque année, il faut faire ça. Toi, tu es en train de dire pourquoi on le fait. Ok. Mais quand on dit après une année, il y a eu des personnes sur la liste qui ont dû se déplacer. C'est pourquoi on demande de faire cette révision des listes, parce que durant toute une année, les gens se déplacent, les gens meurent, les gens... Alors, pour tous ces facteurs, il faut faire une révision des listes. Donc, tu ne peux pas te permettre de dire, tu n'es pas obligé de faire une révision des listes du fait que, au sein, tu ne vois pas d'inconvénient. On dirait qu'ils ont chié dans ta tête, parce que si toi-même tu le dis actuellement. Et puis, tu dis non, par un décret de l'Assemblée nationale ou quoi là, par ce décret, toi, ça te contraint à faire une révision des listes.
Et que du moment où tu n'as pas ce décret, tu ne peux pas te permettre de faire une révision des listes. Ok. Mais tu fais un faux travail. Alors arrête-toi au lieu de continuer. Tant que les députés n'ont pas pris de décret, tant que le décret n'est pas encore arrivé, tu ne peux pas continuer. Alors tu t'arrêtes. Tu dis, si moi je n'ai pas de décret, je ne peux pas continuer. Moi je prends tes propres paroles. Je prends tes propres paroles dites ici. Donc tu t'arrêtes. Au lieu de continuer avec une fausse liste et d'aller de l'avant pour donner profit à ton mentor. Madai, on peut faire ça. Arrête ça. Il faut être cohérent quand même. Dans tes propres dits, là, ça te contraint. Même un enfant de CP1, quand tu as eu dit ça, là, il va te poser la question de savoir, est-ce que tu es obligé d'aller de l'avant? Est-ce que tu es obligé? Par rapport à tes dits. Hein. Sinon, quand on suit la loi, tu es en train de nous détourner de cet article 6 là. C'est pas avec moi que tu as dit ça. Moi, déjà, je comprends de quoi on parle là. Je n'ai pas besoin que tu viennes me reformuler ça à ton avantage, je peux dire. À votre avantage. Non, ça passe pas. Ça passe pas. On va continuer avec lui qui est en train de nous mentir, nous faire croire que nous sommes des enfants, et ainsi de suite. Il y a des juristes qui ont eu à interpréter ce que tu es en train de dire. L'article 6, nous tous on sait lire. On est allé voir l'article 6, ce que ça dit là. Ce que tu es en train de lire, c'est contraire parce que tu prends une partie de cet article pour nous faire croire que tu dois le faire. Mais ça te condamne toi-même parce que si tu dis au sein de la liste, s'il y a des changements, là, on peut faire une révision des listes. Mais comment tu fais pour savoir qu'au sein de la liste, il y a des changements? Comment tu fais pour savoir? Il faut faire une révision des listes. En ce moment, tu arrives à comprendre qu'ici, il y a des changements, ici, il n'y en a pas. Mais durant toute une année, il y a tellement de changements, même dans ta propre famille, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tes enfants grandissent, il y a des parents qui meurent, il y a des gens qui sont tombés malades, il y a des gens qui ne sont plus avec toi, qui partent, puis partir, aller habiter ailleurs. Il y a tout ça. Donc, par rapport à ça, tu es obligé de faire une liste, une révision d'une liste. Donc, tu ne peux pas me venir t'asseoir là pour dire que si c'est au sein, on peut le faire. Mais tu prends les enfants pour des bêtes. Allons-y. Nous pensons qu'il n'y a pas violation de la loi et il Bien n'y a sûr. point de malice là-dedans. Au-delà de ces raisons objectives qui fondent l'impossibilité d'organiser maintenant une nouvelle révision de la liste électorale ou d'ouvrir une nouvelle période d'enrôlement qui viendrait se greffer à celle qui est en cours, la CEI voudrait également attirer votre attention sur le manque de cohérence et de bonne foi de certains de nos acteurs politiques. De fait, le chronogramme des activités aujourd'hui exécutées par la Commission n'est pas à l'origine inconnu des partis et groupements politiques. Il leur a été communiqué dès le départ et a été modifié à leur demande. Quand ils font des recommandations et qu'on ne peut pas les tenir par leurs faits, ensemble nous modifions. La première fois, on a dit qu'on devait faire la révision de la liste électorale en juillet. Ils ont dit qu'en juillet, il pleuvait et qu'ils n'avaient pas eu le temps suffisant d'informer leurs militants ou la population. On a donc décidé d'aller en septembre. En septembre, ils ont dit que c'était la rentrée. Nous avons prié tout à l'heure sous l'onction de Dieu. Ce que je suis en train de dire est vérifiable. Ils ont dit que c'était la rentrée et qu'ils souhaiteraient qu'on aille en octobre. Dans une année, il y a quand même 12 mois. Hein. On ne pouvait pas aller au-delà et on s'est accordé sur octobre. Et même octobre, ils ont demandé une prorogation, ce que nous avons accordé. Dans les échanges, je vais vous donner de plus amples explications pour voir tout l'effort que nous avons fait. Alors, ces éléments qui précèdent montrent clairement que la décision de faire une seule révision avant l'élection présidentielle était connue de tous et acceptée de tous, y compris des principales forces de l'opposition qui aujourd'hui semblent faire preuve d'intransigeance dans leurs réclamations.
Mais nous, on tient compte des engagements que nous avons pris avec eux. Alors, de la question de l'audit de la liste électorale. Vous savez, l'audit de la liste électorale, c'est l'autre revendication de l'opposition. Une vieille revendication en réalité qui remonte au moins à 2020. Le nom dit de cette revendication semble être la remise en cause de la liste électorale établie en 2008-2009 pour les élections de sortie de crise, puisque l'argument qui sous-tend l'audit est la présence de 2 à 3 millions de non-nationaux sur la liste électorale dont la présence remonterait à cette époque. Mais il est bon que nous fassions un peu la genèse de la liste électorale. On parle tous de cette liste électorale, mais personne, bon nombre d'entre nos frères ne savent pas l'origine de la liste électorale. Lorsque, après l'élection de 2000, il y a eu la crise qui a entraîné la partition de notre pays en deux, tous se sont accordés pour dire que ce qui avait justifié cela, c'était une crise identitaire. Il fallait remettre à plat la liste électorale. C'est ce qu'on appelait la refonte de la liste électorale. De Pretoria, de Makoussi à Ouagadougou en passant par Pretoria, tous se sont accordés pour refondre la liste électorale. Et pour ce faire, en accord avec tous les partis politiques, 5 entités avaient été chargées de procéder à cette refonte. Il s'agit de la Commission électorale indépendante, de l'Office national de l'identification, on appelait, comme on appelle ONI, ça s'appelait ONI en son temps, et puis l'INS, l'Institut national des statistiques, et puis il y avait SAGEM Security, et puis il y avait enfin la CNSI, la Commission nationale de supervision de l'identification. Voilà les 5 entités qui avaient été choisies par les partis politiques et tous les acteurs prenants du processus pour procéder à la révision. Et ça se passait en 2008-2009. Et cette opération a été qualifiée d'opération spéciale parce qu'elle couplait l'identification de la population qui allait aboutir à la délivrance des cartes nationales d'identité et au recensement électoral qui allait aboutir à l'inscription des citoyens sur la liste électorale et aboutir à la délivrance des cartes d'électeurs. Alors, une circulaire signée des mains du Premier ministre d'alors, rendant compte des rapports ou des recommandations faites par les partis politiques, a donc été signée. Au titre de cette circulaire, il est dit ceci. Ceux qui devaient venir se faire enrôler, plusieurs catégories avaient été identifiées. Ceux qui sont nés entre le 1er avril 1990 au 31 mars 1992, pour se faire enrôler, devaient produire 2 pièces. Le certificat de nationalité et puis un extrait d'acte de naissance. Mais ceux qui étaient nés avant 1990, ceux-ci devaient produire simplement un extrait d'acte de naissance. Et ceux qui étaient nés à l'étranger devaient faire la preuve de l'extrait d'acte de naissance établi par les autorités consulaires de l'étranger. Et ceux qui avaient été naturalisés devaient produire, comme on appelle, le décret de naturalisation ou tout document l'attestant. Et le 5.4 de cette circulaire précisait ceci, que les pétitionnaires, c'est comme ça qu'on les appelait, les pétitionnaires qui ignoraient la date de naissance de leurs parents ainsi que le lieu de naissance devaient être acceptés. Mais il était indiqué qu'en face du lieu de naissance, on devait mettre inconnu et à la date de naissance, on devait mettre le 1er janvier 1850. J'ai proposé à ce que vous soyez tous détenteurs de tous ces documents.
afin que nul n'en ignore, pour que vous puissiez vous faire votre propre religion. Ce que nous sommes en train de dire, et je l'ai dit à la commission électorale indépendante, nous allons rencontrer les hommes de Dieu pour leur donner notre part de vérité. Mais à l'appui de ces propos, je donne tous les documents qui encadrent les propos que nous tenons. À eux de se faire leur opinion. Donc, c'est sur la base de ces circulaires que les personnes ont été enrôlées. Mais mieux, c'est qu'au sortir de cette collecte des données, les données devaient être confrontées à ce qu'on appelle les fichiers historiques de tout ce qui a existé en Côte d'Ivoire comme registre. Et ces registres étaient au nombre de 12. Ensemble, nous allons les énumérer. Le recensement général, le recensement électoral de 1990. 1. Le recensement électoral de 1995. 2. Le recensement général de la population de 1998. 3. Le recensement de 2004. Le fichier historique de la SEGRAE, le fichier de la fonction publique, le fichier de la CNPS, le fichier de choses comme on appelle de la solde, le fichier des naturalisés, le fichier des détenteurs de la carte nationale d'identité verte, le fichier de l'état civil et enfin le fichier des cartes de séjour concernant les ressortissants de la CEDEAO. Voilà les 12 fichiers qui ont permis de croiser les données qui ont été collectées. Et 2 fichiers, comme on appelle, 2 listes ont été produites, celle qu'on appelait la liste blanche et celle qu'on appelait la liste grise. C'est-à-dire ceux qui semblaient être ivoiriens, mais qui n'étaient pas retrouvés dans le croisement, donc qui allaient faire l'objet de recherches ultérieures. Mesdames et messieurs, voilà ce qui a été fait. Voilà ce qui a été fait. Il se trouve donc que quand vous venez inscrire quelqu'un sur la liste électorale avec un extrait d'acte de naissance, homme de Dieu, est-ce que la filiation des parents est établie sur un extrait d'acte de naissance? Mais il n'y a pas de filiation, il n'y a pas la date de naissance des parents sur les extraits d'acte de naissance. Alors, est-ce qu'on doit s'étonner de trouver des gens qui soient sur la liste électorale sans la filiation des parents? Lorsque vous-même vous acceptez que des gens s'inscrivent sur la liste électorale avec des récépissés des cartes nationales d'identité, est-ce que la filiation des parents se trouve sur le récépissé? Est-ce que le fait que ces personnes soient sur cette liste électorale sans la filiation de leurs parents devait être un fait qui puisse vous étonner? Mais excusez-moi, monsieur le président de la commission électorale. Quand tu prends un cas exceptionnel, ça c'est un cas exceptionnel, et nous, les irrégularités qu'on a trouvées, 6 millions de personnes, tu t'en rends compte de quoi il s'agit? Tu t'en rends compte quand tu dis ça? Si ce que tu es en train de dire c'est vrai, moi, je te dis, un circulaire et un décret, il y a 2 choses différentes. Ce sont 2 choses différentes, pardon. Ce sont 2 choses différentes. Donc, les circulaires ne peuvent pas prévaloir sur le décret. Alors, aujourd'hui, nous te demandons de pouvoir prendre tes responsabilités vis-à-vis du gouvernement pour lui demander de te fournir ce décret afin de pouvoir faire la liste électorale, révision de la liste électorale. Et tu dis, non, tu t'attelles au circulaire qui dit de faire ceci, de faire cela. Mais tu nous prends pour des cons. Il faut nous prendre au sérieux. Et un cas exceptionnel, vous l'utilisez comme un cas général. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, monsieur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut être aussi honnête et puis sérieux dans ton travail. Il faut être honnête. Pas ta voix. Pas ta voix. Tu l'as dit et tu le redis à chaque arrêt. Quand on te dit
oui, il y a telle personne, il y a telle personne qui ne sont pas sur la liste électorale. Pourquoi? Et tu dis non. Oui, parce qu'ils ont un problème avec la justice. Et cette même justice, tu dis, oui, on doit se fier à cette même justice pour faire le contentieux. Une justice n'est même pas crédible. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Une justice n'est pas crédible. Voilà Damanan Picasse. On l'arrête d'avoir commandité un coup d'État. Et qu'on ne sait même pas comment c'est arrivé. Ils n'arrivent même pas à définir comment ils ont pu avoir cette information. Ou ils ont pu... Je vais dire par là des preuves palpables. Ils ne trouvent pas. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Le problème de Charles Blé Goudé, comment se fait-il que lui aussi il est condamné? Par rapport à quoi? Il a quoi à voir? Pourquoi? Dites-moi, moi je n'arrive pas à comprendre. Quand M. Laurent Gbagbo a pris le décret pour qu'on puisse lui prendre l'argent à la banque de PCAO pour lui envoyer, pour qu'il paie les fonctionnaires, Charles Blé Goudé était dedans. Charles Blé Goudé a fait quoi? Et allait prendre aussi l'argent? Prenez-nous au sérieux, monsieur. Et tu veux qu'on fasse confiance à cette même justice-là qui est affiliée au pouvoir? Madame, ne fais pas ça, monsieur. Bon, continue dans tes mensonges. On t'écoute. Quand vous finissez de vous accorder sur de telles règles et que ces personnes, au nom de ces règles, s'inscrivent sur la liste électorale, est-ce que vous devez être étonné? La commission électorale ne s'est jamais opposée à un audit. Mais la commission électorale dit quelle est la règle qui va commander à l'audit. On nous dit, mais c'est l'article 3 et l'article 4 qui dit, cet article qui dit, l'article 3 qui dit que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut être ivoirien, il faut avoir 18 ans, il faut jouir de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'incapacité et s'inscrire sur la liste électorale. Mais en 2008, est-ce que c'est cette règle qui a prévalu à l'inscription? Mais pourquoi? Pour faire le contrôle, vous appliquez une règle qui n'a pas été appliquée au moment d'inscrire les personnes sur la liste électorale. Et vous voulez que la commission soit responsable de ça? Voilà la réserve que la commission électorale émet. C'est comme si, pour être plus simple, on décide d'organiser un bal. Et on dit pour entrer au bal, il faut être vêtu d'un pantalon, d'une chemise et d'un chapeau. Et puis, on fait rentrer le maximum de personnes remplissant cette condition. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde encore dehors. Les organisateurs viennent dire, bon d'accord, on pourra accepter ceux qui portent le pantalon et une chemise, même s'ils n'ont pas de chapeau. Et sur cette base, vous faites rentrer les personnes. Et en plein bal, vous venez dire, mais on va procéder à un contrôle. On dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quelle est la règle du contrôle? Non, pour être au bal, il faut être vêtu d'un pantalon, d'une chemise et d'un chapeau. Alors que vous-même, vous avez autorisé qu'il y ait dans ce bal des personnes qui soient vêtues d'un pantalon et d'une chemise et sans chapeau. Bon, moi je dis une chose. Excusez-moi, hein, monsieur. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains. Pour te prendre au mot, c'est-à-dire, ce qui fait la différence entre les êtres humains et les animaux, c'est que nous, on réfléchit, nous, on peut se tromper et on peut se reprendre. Donc, je vais dire quoi par là? Je vais dire, si même on dit, oui, allons-y avec le pantalon, la chemise et le chapeau, on voit que il va falloir se réorganiser. On se réorganise et on dit, sans chapeau, vous pouvez rentrer. Ok. On voit que il n'y a pas, ça ne va pas. Parce que ce qu'on a cru voir, ce qu'on a cru recueillir, c'est pas ça. Donc, il va falloir revoir. On est dans la même salle, on dit bon, on passe à un contrôle du fait que
tous ceux qui sont rentrés ne sont pas rentrés régulièrement. C'est-à-dire que, je vais dire quoi par là? Je vais dire que ils sont pas rentrés, comme on a dit, on veut des pantalons et chemises, même s'il n'y a pas de chapeau, ça peut être. On voit qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas de pantalon et qu'ils ont des culottes. Ok, on dit on fait un contrôle pour pouvoir discerner un peu tous ceux qui sont à l'intérieur. La différence entre nous et les animaux, c'est ça. Nous, on peut parler, on peut réfléchir, on peut s'asseoir pour parler, on peut s'asseoir pour même négocier. Négocier. Moi, j'utilise la parole négocier, c'est ça. Toi, qu'est-ce ton exemple là? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Excuse-moi. Hein. Donc, parce qu'on a dit, on a fait ça, donc on doit accepter à ce que, si même il y a des étrangers qui ne sont pas vêtus de pantalon, doit rester en tant que c'est l'exigence qu'on avait donnée. On a pu tolérer le chapeau, mais on ne peut pas tolérer le pantalon, ou bien même le t-shirt. Donc on dit, revoyons la situation, afin qu'on exclue les, comment on appelle ça, ceux qui sont frauduleux sur la liste, c'est tout. Où est le problème? Où est le problème? Continue tes mensonges. Comment on règle ça? Voilà le problème que la commission a avec l'audit. Sinon, on n'a jamais dit qu'on ne faisait pas d'audit, mais c'est dans notre intérêt. Encore que la liste électorale fait l'objet de 3 types de contrôles. Le premier, voilà le problème que la commission a avec l'audit. Sinon, on n'a jamais dit qu'on ne faisait pas d'audit, mais c'est dans notre intérêt. Encore que la liste électorale fait l'objet de 3 types de contrôles. Le premier contrôle, il est administratif, c'est-à-dire celui que la commission fait à la suite des collectes des données par le traitement. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le contrôle populaire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le contentieux. Il permet, conformément à l'article 12, à tout électeur de venir demander ce qu'il veut. Monsieur Tantampion n'est pas ivoirien. Voilà la preuve. Il faut le radier de la liste. Ou monsieur Tantampion est décédé. Voilà la preuve. Il faut le radier de la liste électorale. Ou monsieur Tantampion est indûment inscrit sur la liste électorale. En voici la preuve. Il faut le radier électoral. Ou encore, monsieur Tantampion remplit les conditions. Il faut le mettre sur la liste électorale. Ou encore, les mentions concernant monsieur Tantampion sont erronées. Voici les éléments qui l'attestent. Il faut l'inscrire sur la liste électorale. Mais ce monsieur là-haut, monsieur là-haut, excusez-moi, ce monsieur là-haut. Toi, tu es un juriste, tu es intellectuel, tu es un homme vraiment, tu as une belle connaissance de la Constitution, disons, de ces lois-là, lois administratives. Ces lois administratives-là permettent à un individu de s'établir une pièce, mais c'est personnel, c'est privé, c'est individuel. Tu comprends au moins français? Bon, moi je dis, quand tu demandes une preuve, de quoi tu veux parler? De quelle preuve on doit envoyer? Si on dit, lui, il est sur la liste frauduleuse, il est sur une liste frauduleuse, il n'a pas le droit d'être là. Quand on met une personne sur une liste là, qu'est-ce qu'on a? On a des documents pour se faire enregistrer sur la liste. Ok, jusque-là, on est d'accord. Mais du moment où on dit cette personne ne doit pas être sur la liste, nous devons apporter des preuves contraires à ce que lui a envoyé. Ce qui veut dire que nous devons envoyer des documents administratifs pour démontrer que ce monsieur ne doit pas être sur la liste. De toi à moi, tu es sûr que si je vais dans une administration, je demande à M. Tantampion, je demande les documents de M. Tantampion, l'administration va me donner, la mairie va me donner ces documents-là, que je suis une tierce personne.
Mais on dirait vous-même quoi. Quand vous parlez, vous pensez que vous parlez aux enfants de CPR. Mais, ok. Ce qui est sûr, la personne qui écoute ça sait déjà de quoi il parle. Donc, on ne va pas s'attarder dessus. Allons-y, parce que la vidéo, elle est très longue. Voilà les justificatifs. Mais la loi dit quoi? L'article 12 ainsi que le décret précise très bien que la requête doit être motivée et écrite, accompagnée des pièces justificatives. Alors quand vous envoyez une clé, est-ce qu'une clé, c'est une requête écrite? Et vous envoyez, vous mettez des noms, vous mettez des croix devant les noms des gens sur la liste électorale. Voilà les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être sur la liste. Mais excuse-moi, hein. Nous, on t'envoie une liste des personnes. Oui, c'est d'accord. On doit envoyer la liste des personnes qui ne sont pas, comment on appelle ça, ne doivent pas être sur la liste électorale. Ok. On te donne 27 milliards. Qu'est-ce que tu en fais de tout cet argent? C'est par rapport à tout ça qu'on te donne tout cet argent-là. C'est parce que tu dois avoir tout à disposition pour que tu puisses mener tes enquêtes. Tu puisses travailler tranquillement, sereinement et de pouvoir faire des vérifications approfondies sur ces genres de cas. Donc, tu ne peux pas t'asseoir sur tout cet argent-là et venir nous dire que nous, citoyens lambda, nous devons aller faire ton travail à ta place. Mais tu es con, hein? Moi, excuse-moi si la parole est sortie parce que c'est énervant de t'entendre dire des choses pareilles. Que tu ne peux pas demander à un citoyen d'aller faire ton travail à ta place. Tu es payé à des millions de francs. Et tu viens nous dire de faire ton travail à ta place. Pourquoi? Pourquoi? Tout cet argent, c'est pourquoi? Tu ne peux pas nous demander ça. Continue ton mensonge. La liste électorale. Vous croyez que ça répond à l'article 12? Et on dit aux gens, mais soyons sérieux, il y va de la vie d'une nation. Le pouvoir appartient au peuple et le peuple est représenté par cette liste. Alors si vous voulez en distraire ou en radier des gens, mais il faut que vous ayez la preuve. Vous savez, en son temps, on nous avait dit, paix à son âme, M. Dibi est décédé, mais on l'a trouvé sur la liste électorale. J'ai demandé à mes collaborateurs, appelez-moi le site central, il faut m'enlever M. Dibi. Vous savez combien de Dibi on a trouvé? 17. Portant le même nom. Les photos étant floues, on ne pouvait pas prendre le risque de le radier parce que nous, on ne connaît pas la date de naissance de M. Dibi. On ne connaît pas sa filiation. Seul un acte de l'état civil peut l'attester. Voilà le risque qu'on court de se fier à des simples déclarations. Mais des gens se lèvent le matin parce que détenteurs du pouvoir constitutionnel viennent s'inscrire sur la liste électorale et vous voulez qu'au détour d'une déclaration de personnes dont la foi n'est pas encore établie, de les radier de la liste électorale. Croyez-vous que c'est comme ça que ça se fait? Mais ça peut arriver à tout le monde. Hein. Parce qu'il nous est arrivé nous-mêmes, par erreur matérielle, de radier des personnes par confusion. Mais vous savez, après les actes que nous posons, il y a toujours un dernier contrôle que nous faisons et nous rattrapons. Nous ne disons pas que la liste électorale ne comporte pas d'erreur. Nous n'avons jamais dit cela. Mais nous disons qu'à l'occasion du contrôle, du contentieux, venez nous aider. J'ai un de mes collègues, président de commission d'un pays limitrophe, m'a appelé quand il a suivi un peu les débats. Il m'a demandé, mais qu'est-ce que vous faites dans une affaire de personnes décédées? On impute à la commission électorale maintenant de laisser des personnes décédées sur la liste électorale. Mais nous, on ne détient pas le registre des décès. Mais tu as les moyens de Et au cours de contrôler. nos rencontres, les partis politiques ont demandé à ce qu'on fasse le toilettage des listes, de la liste électorale. On a dit qu'à cela ne tienne. On a appelé des techniciens, un cabinet d'experts, à les compulser tous les registres de l'état civil de Côte d'Ivoire, à l'effet de nous remonter tous les décès qui ont été déclarés dans ces registres. 2. Aller dans toutes les familles, autant que faire se peut, même si ça va au-delà de cette révision,
pour constater les personnes qui sont décédées par tout moyen, même par preuve testimoniale, c'est-à-dire par témoignage, sous l'autorité des sous-préfets, et puis de saisir les juridictions, à l'effet de constater juridiquement ces décès par un jugement suppléant l'acte de décès qui aurait dû être fait à la suite de la déclaration de décès pour que nous, on puisse les radier de la liste électorale. Voilà ce que nous faisons. Mais est-ce que vous croyez que c'est le rôle de la CEI? Mais parce que notre objectif, c'est de rendre potable cette liste électorale. Tu penses que ce n'est pas ton rôle? On a donné l'assurance que les morts ne votaient pas. Ils nous ont dit non, il faut que vous les enleviez de la liste électorale. Ce que nous sommes en train de faire. Alors donc, pour ce qui est de l'audit, on n'a jamais dit qu'on ne faisait pas d'audit. Mais pourquoi elle refuse l'audit? Pourquoi elle refuse l'audit? Mais on ne refuse pas l'audit. Mais déterminons les règles de l'audit. Hier, vous avez accepté et aujourd'hui, vous refusez. Mais il y a des gens, par votre acceptation, qui sont inscrits sur la liste électorale. Et aujourd'hui, vous... Mais ce monsieur, il n'est pas sérieux. Il n'est vraiment pas sérieux. Tu es très, très, très malhonnête. Tu es très malhonnête. Si tu dis aujourd'hui que tu n'as pas refusé de faire l'audit, mais pourquoi depuis fort longtemps, ils t'ont écrit même une lettre, ils t'ont envoyé une requête par rapport à l'audit. Est-ce que tu as daigné répondre? Non, non. Aujourd'hui, tu t'assois là pour dire qu'on ne refuse pas. Mais combien de fois les gens ont demandé de faire l'audit? Aujourd'hui, nous sommes à 6 mois des élections. Tu as le temps? Ça, c'est la question. Tu as le temps? Ben, tu veux faire cette audit, cette révision, appelons la révision la révision de la liste électorale après les élections. À quoi ça va servir? Pour une prochaine élection? Mais tu es sérieux là? Mais quand tu dis après les élections, bon, à quoi sert une révision des listes? Mais je ne sais pas. Mais, je ne sais pas, pardon. Vous refusez. Et comment nous on fait? Comment nous on fait? Comment on leur explique que hier on vous a accepté, mais aujourd'hui on ne veut plus de vous? Mais ce n'est pas comme ça qu'un État fonctionne. Voilà pourquoi nous disons, sans être opposés à l'audit, qu'ensemble, il faut déterminer les règles et puis on va voir ce qu'il y a de mieux à faire pour ne pas contrarier notre paix si fragile. Honorable religieux, voilà donc un peu ce que nous avons souhaité vous dire. Et j'espère que dans les échanges, on pourra approfondir parce qu'il était bon pour nous de vous présenter la commission électorale dans son fonctionnement. Ensuite, de parler de l'impossibilité dans laquelle la commission se trouve d'organiser matériellement la révision avant l'élection du président de la République. Et puis, parler un peu des audits, de l'audit, sans rejeter l'hypothèse d'audit, mais il faut simplement commencer à faire ce que la loi nous impose déjà par le contrôle populaire. Et ensemble, si nous déterminons les règles de l'audit, au vu et au su de la nation, mais on va y procéder. Mais, en catimini, dans la pénombre, la commission électorale ne saurait s'associer à un tel acte. Il faut que ça soit su de tous. Et c'est très important. Parce que la parole donnée doit être respectée. Nous sommes aujourd'hui à la commission électorale indépendante. Il y va de notre responsabilité. C'est vrai. Aujourd'hui, certains se dédisent. Ils prêtent serment et quand c'est chaud, ils ne s'en souviennent plus. Mais c'est les règles du jeu. Je vous laisse, homme de Dieu, à apprécier vous-même ce qui se présente aujourd'hui. Quand vous rentrez à la commission électorale indépendante, vous prêtez serment. Vous êtes membre de la commission électorale indépendante. Au départ, on disait les représentants des partis politiques. Après la dernière modification, on a dit on n'est plus représentant, mais on est des personnalités désignées par les soins des partis politiques. Mais quand vous prêtez serment, vous êtes nommé par décret, vous prêtez serment, mais vous ne relevez plus d'un parti politique. C'est ce que vous-même vous dites. À chaque fois que les partis politiques donnent un mot d'ordre, vous sortez.
Vous voyez la difficulté dans laquelle la commission est, et surtout son président. Vous voyez? Est-ce que c'est comme ça que ça doit être fait? Alors l'indépendance, c'est quoi? La commission est indépendante lorsqu'elle accepte ce que les uns et les autres veulent, même si cela contrarie la loi. Moi, je ne crois pas que ce soit ça l'indépendance. J'ai l'impression que la commission électorale, qui doit être la solution, est devenue le problème. Et ça rejoint Jean-Jacques Rousseau, qui disait ceci dans le discours sur l'origine et le fondement des inégalités parmi les hommes. Il disait ceci: en s'accoutumant à ne pas respecter les usages anciens sous prétexte de faire mieux, on introduit des grands mots pour en corriger de moindres. C'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. À un moment donné, on a jugé utile de confier l'organisation des élections à un organe dit indépendant. Et pour assurer cette indépendance, les partis politiques ont désigné leurs représentants en son sein. Mais aujourd'hui, depuis la création 2001 jusqu'à maintenant, à chaque élection, il y a toujours des problèmes. À chaque élection, il y a toujours des problèmes. À la veille de chaque élection, il y a toujours des problèmes. Et vous, les hommes religieux, vous en avez fait les frais, vous aussi. En 2014, la loi a bien voulu désigner les hommes de Dieu au sein de la commission électorale indépendante, alors que vous avez bien travaillé. En 2015, vous avez organisé les élections en Côte d'Ivoire ici, sans bruit. Vous étiez membre de cette commission en 2015. Je le dis sous le contrôle du chèque et puis de l'abbé Boni Martial, qui était également à la commission électorale indépendante. En 2016, ils ont également bien organisé les élections législatives. En 2018, ils ont bien organisé les élections locales. Mais qu'est-ce que c'est, messieurs? Bien que nommés pour 6 ans, ils ont dit qu'ils n'avaient plus confiance en la commission électorale indépendante. Ils se sont assis, ils ont organisé le 4e dialogue politique, et puis ils ont chassé les hommes politiques. Enfin, je ne vais pas utiliser le terme chasser, mais c'est tout comme. Ils les ont éconduits tranquillement, ils les ont sortis. Les deux postes qui revenaient aux hommes de Dieu ont été changés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que ces hommes de Dieu avaient-ils violé leur serment? Bien sûr que non. Puisque nous tous, on a vu le travail qu'ils ont fait de 2015 jusqu'en 2019. Ils ont même écourté leur mandat au mépris de la loi qui disait qu'ils avaient 6 ans. Ils n'en ont fait que 5. Alors, j'ai été un peu peiné quand j'ai entendu certains hommes de Dieu dire la commission électorale n'inspire pas confiance. J'ai dit, mais j'ai cru qu'on avait été tous logés à la même enseigne. Qu'est-ce que vous aviez fait ces jours-là? Mais rien de grave. Et pourtant, ils ont mis en perte et profit votre présence au sein de la commission électorale indépendante. Hommes de Dieu, ça n'a pas changé. Ce sont les mêmes règles qui continuent et qui s'abattent aujourd'hui sur la commission électorale indépendante. C'est toujours à la veille. En 2015, c'était en 2014. En 2020, c'était en 2019. En 2025, c'était en 2024. C'est toujours à la veille. On utilise la commission électorale comme un bouc émissaire pour exhorter les uns et les autres à aller à la table de la négociation. Mais est-ce que c'est un passage obligé? C'est sur ces propos. Je voudrais vous remercier de votre écoute et espérant que les échanges seront fructueux.